Bonjour à tous, 9h50, c'est enfin l'heure que vous attendez avec impatience chaque jour, l'heure d'Alsace matin, émission où l'on va parler d'emploi notamment aujourd'hui, comme chaque jeudi. Regardez tout de suite le sommaire. En cette 20e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous parlerons justement des difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour trouver un travail. Cela concerne 14 000 personnes en Alsace. Nous nous intéresserons au commerce équitable. Quels avantages pour les consommateurs, quels bénéfices pour les producteurs. Nous en parlons à l'occasion d'un Tour de France de Marc Savlard qui a lancé le concept Tour de France qui fait escale ce soir à Strasbourg. Nous nous replongerons dans le quotidien des soldats pendant la Grande Guerre à travers les cahiers d'un survivant, le témoignage rare d'un soldat alsacien dans l'armée allemande. Ces cahiers viennent d'être réédités, à découvrir dans la troisième partie de cette émission. Et puis on chantourne ce matin. Le chantournage, vous ne savez pas ce que c'est? Je vous rassure, avant cette émission, moi non plus, mais Alexandra Bucur va tout nous expliquer. Elle est pour cela ce matin du côté de Notalten dans un atelier qui s'appelle Au Petit Bonheur. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène dans un atelier de chantournage. Chantourner, c'est découpé en forme de rond, de zigzag. On vous emmène chez Muriel. Ça fait 20 ans qu'elle réalise des petits objets de Noël. Et ça tombe bien parce que c'est bientôt Noël. Et bientôt Noël, on se réjouit. Allez-y vite Alexandra. C'est bientôt Noël, mais en attendant, c'est Alsace matin. C'est tout de suite, c'est parti. Et l'on commence par la météo du jour. C'est un peu moins pire qu'hier, mais c'est pas encore top. Alors sur Facebook, Chantal nous dit, je ne sais pas si on va le voir, mais nous disait, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de soleil aujourd'hui? Il va peut-être y en avoir un tout petit peu, Chantal. Cet après-midi, Météo France parle d'éclaircies possible en pleine, mais ce matin, ce sont quand même surtout la grisaille et les nuages qui prédominent. Gardez votre parapluie avec vous. Il pourrait y avoir quelques averses éparses sur la région, surtout sur le relief. Le vent pourrait également s'intensifier. On attend jusqu'à 80 km/h de rafale sur les crêtes vosgiennes, 50 voire 60 km/h en plaine. Il y a quand même une consolation dans la météo de ce jeudi. Ce sont les températures. Elles vont être plutôt douces, comptez jusqu'à 13 degrés à Notalten. Tiens, ça c'est pour Alexandra Bucur, 12 degrés à Viroval et 11 du côté de Lembar. Et nos invités du jour, je vous les présente tout de suite. Mrim Marie-Liazid, bonjour. Nous vous recevons en cette 20e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. J'évoquais ce chiffre dans le sommaire. 14 000 personnes sont porteuses d'un handicap sont à ce jour inscrites chez Pôle emploi où vous travaillez, où vous êtes conseillère en entreprise. Y a-t-il aujourd'hui en Alsace les emplois, les postes adaptés pour que ces 14 000 personnes puissent accéder à l'emploi? Tout à fait. Nous avons des diffusions d'offres d'emploi qui sont spécifiques aux personnes rentrant dans l'obligation d'emploi. Et à ce titre-là, donc en dehors, je dirais au quotidien, tout au long de l'année, nous diffusons à la fois ces offres d'emploi et nous faisons des actions en faveur des personnes. Voilà, mais plus spécifiquement dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, qui est le thème qui nous intéresse aujourd'hui. On évoquera tout cela en détail tout à l'heure. Fortin Blé, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Vous venez de loin. Vous êtes arrivé hier de Côte d'Ivoire. On a vraiment de la chance de vous recevoir. Vous êtes producteur de cacao, donc là-bas, en Côte d'Ivoire. Vous gérez également une coopérative agricole. Les téléspectateurs ont donc compris qu'avec vous, on va parler de commerce équitable. Vous participez ce soir à une conférence à Strasbourg dans le cadre d'un Tour de France organisé par Marc Savlard. Alors vous arrivez hier de Côte d'Ivoire, ça va la météo en Alsace? Oui, c'est acceptable. Il faisait combien chez vous? Chez nous, il fait 28. 28 degrés, 20 soleil. Degrés. Soleil, oui. Vous auriez pu nous rapporter quelques degrés? La prochaine fois. C'est la première fois que vous venez à Strasbourg en Alsace? Oui, c'est vraiment la première fois. Vous avez eu le temps de visiter un petit peu hier soir? Non, je suis arrivé un peu tard quand même la nuit. Ouais, bon, vous verrez ça, je vous le souhaite dans la journée, ça vaut quand même le détour. Marc Chublin, bonjour, vous aussi, vous venez de loin exprès pour l'émission, vous venez du Luxembourg, merci à vous d'avoir fait la route ce matin. Vous êtes le traducteur de cet ouvrage, Les cahiers d'un survivant, ce journal de guerre d'un soldat alsacien enrôlé dans l'armée allemande. Ce soldat, c'est Dominique Richert, le grand-père de votre épouse, qui est décédé, Dominique Richert aujourd'hui. Ce récit était déjà paru, publié en France en 1994. Il est réédité cette année. Pourquoi cette réédition ?
C'est un peu lié à la célébration du centenaire de la guerre, bien sûr, et aussi à au fort succès de la première édition, la demande qui est apparue, une communauté de lecteurs qui ont fait savoir que le livre était très intéressant. Et la Nuée Bleue a donc décidé de rééditer l'ouvrage, ce dont évidemment je me réjouis beaucoup. Et cette réédition est accompagnée de la création d'un site internet qui est très complet, qui raconte les coulisses de cette histoire de Dominique Richert et puis les coulisses de ses cahiers. On racontera tout ça également dans le détail tout à l'heure. Mais d'abord, tout de suite, notre énigme du jour. Vous voyez tout de suite l'objet mystère que l'on vous propose de découvrir. Vous voyez, c'est plutôt assez joli. Madame, messieurs, sur le plateau, avez-vous une idée de ce que peut être cet objet, à quoi il peut servir? Alors, on ne le voit plus. Je ne sais pas si on peut le revoir. Non, malheureusement. Bon, on aura la réponse. Voilà. Ah, voilà, vous le voyez. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez une idée de ce que cela peut être? Ça vous laisse muet. Non, pas moi. Eh bien, un petit peu d'attente avant de savoir ce que c'est. Vous aurez la réponse à la fin de cette émission. Tout de suite, tiens, Madame Marie Liaziv, on relaye chaque jour justement le travail de Pôle emploi puisque c'est le moment de nos offres d'emploi du jour. 4 profils retenus en Alsace. Une entreprise de Strasbourg recherche un ou une bardeuse. Vous serez chargé de monter des structures métalliques. Un débutant est accepté pour ce contrat à durée indéterminée. Une entreprise de Weislingen recrute en CDI un conducteur de tractopelle chargé de la conduite et des manœuvres de tractopelle sur chantier, l'entretien et la vérification de l'engin. Une entreprise de Riedisheim recrute un installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergie renouvelable. Fort d'une expérience de 10 ans, votre mission principale sera liée à la rénovation de salles de bain. Et enfin à Colmar, une entreprise recherche pour différents chantiers dans la région un poseur de store. Une expérience de 3 ans est souhaitée pour cette mission en intérim de 6 mois. Voilà, l'intégralité de ces offres et plus encore, vous le savez, comme chaque jour, sont à retrouver sur notre site alsace.france3.fr, rubrique Alsace Matin, et sur notre page Facebook. Allez, on retourne du côté de Notalten où Alexandra, vous le savez, chantourne ce matin, c'est un bien joli mot. Nous allons découvrir les secrets de fabrication des petites décos qu'on accroche sur nos sapins, les petits rennes, les petits cœurs. Et bien, c'est notamment là-bas que ça se fabrique, regardez. Et nous voici dans les coulisses de l'atelier au Petit Bonheur. Je suis avec Muriel. Muriel, c'est une scie à chantournage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tout simplement une scie qui sert à faire des découpes très fines, donc avec une lame très fine également, et qui permet de faire des arabesques, enfin des découpes tout en finesse. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que c'est comme une machine à coudre, c'est ça? Oui, parce que alors ça va pas faire de la couture évidemment, mais en fait ça se manipule. Au lieu de tourner le tissu, moi je tourne le bois tout simplement, et au lieu de coudre, ça découpe. Il faut être très précis, c'est très précis, fin. patient, faut pas s'énerver. Voilà. On peut voir à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est des années de pratique? Alors pour moi, oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 20 ans avant de faire des découpes comme ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai commencé le chantournage. Et donc plus on en fait, et plus ça devient entre guillemets facile. Et plus fin. Et plus fin, voilà, tout à fait. Alors on va vous laisser tranquillement finir la découpe de ces petits rennes et on va passer tout de suite à Patricia. À partir du moment où le petit renne est découpé, on va passer au ponçage. C'est bien ça? Oui, c'est le ponçage. Donc c'est la deuxième étape. On a une première étape, donc la découpe. Ensuite on a le ponçage au rouleau. Et là pour enlever les petites aspérités, donc je passe avec la Dremel sur le petit renne. Pour ça qu'il fait un soit peu le bien bruit comme lisse, chez le dentiste. Exactement, voilà. Donc on enlève tout ce qui est en trop. C'est un travail indispensable? C'est un travail indispensable. Ensuite, il y a la peinture, donc la couleur, et pour ne pas voir les petites aspérités qu'il y a autour et donc les petites défauts de découpe, on est obligé de passer donc une suspension après l'autre, donc avec la Dremel. Ouais. Alors, on vient de voir le ponçage. Donc ça, c'est le ponçage. Ça, c'est la partie, on va dire, traditionnelle du travail de chantournage. Ici, c'est
machine assez moderne, c'est Le laser. Le laser. Et Donc- qu'est-ce qui va faire le laser Donc alors le laser, donc après avoir mis ces petits rênes donc en couleur, on va lancer la gravure du laser. Donc je vous lance la gravure du laser. Donc il va graver les petits flocons sur les rênes. Et donc c'est la dernière étape. Voilà. Et après, on retrouve en fait le petit renne qui est là-bas. On retrouve le petit renne, donc avec le petit fil, avec notre petit logo, donc que Muriel termine donc avant d'amener au marché de Noël. C'est Voilà. ce qu'on va voir dans quelques minutes. Fortin-Blay, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on décore aussi, est-ce qu'on fait des sapins de Noël? Est-ce qu'on y accroche aussi des petits rennes, des petits cœurs? Ah oui, effectivement, on fait des décos de Noël pour les gens qui sont plus citadins, qui habitent la ville. Il y a beaucoup de décorations de Noël. Les grandes surfaces, les magasins font beaucoup de décorations. Dans les familles, on en trouve. Ouais. Mais alors, vous n'avez pas de neige, vous, au moment de Noël? Non, on utilise les bombes à neige. Et vous, vous utilisez Oui, les canons à neige, oui, vous mettez de la neige ouais, artificielle. ouais, Et mettre vous de la avez neige. des sapins ou ce sont Ah d'autres oui, on a arbres? des sapins. Vous avez des sapins Oui, aussi? on a des sapins artificiels. Ouais. Et maintenant, on essaie de développer d'autres aspects comme les bananiers qu'on utilise comme sapin. Ça doit être super sympa. Ouais, c'est Ah, vraiment, la magie de Noël est universelle, que c'est beau. Notre premier sujet, un peu plus sérieux, celui-là du jour, c'est l'emploi des personnes handicapées. Mrim Maril Yazib, je disais tout à l'heure, vous travaillez à Pôle emploi, vous êtes conseillère entreprise. Est-ce qu'on constate en 2016 encore beaucoup de discrimination à l'embauche à l'encontre des personnes porteuses d'un handicap? Oui, il y a toujours une discrimination, qu'elle soit dans la vie quotidienne, mais elle l'est également d'autant plus dans l'emploi. Ça se renforce ou ça s'atténue? Je dirais il y a une petite atténuation. Je dirais les mentalités changent. On communique dans ce sens-là aussi. Donc voilà. C'est Justement, vrai que... la communication, il y en a quand même énormément sur ce sujet. Pour preuve, cette 20e semaine européenne pour l'emploi de ces personnes-là, est-ce qu'elle porte quand même ses fruits, alors ces campagnes de communication, de sensibilisation, ou est-ce qu'il faut le faire, mais que ça n'est pas forcément suivi d'effet? C'est comme toute chose, je crois qu'il faut le faire dans la continuité, il faut le faire au quotidien, il faut sensibiliser au quotidien et les choses changent, les mentalités changent avec. Donc ça c'est très important, mais il y a une amélioration, ça c'est certain. Et je dirais on a de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient à la fois privées et publiques, qui sont sensibilisées au champ du handicap, en dehors de l'obligation qui a des 6%. On va en parler dans un instant. Voilà. Juste pour finir un petit peu sur ce constat, cette photographie aujourd'hui de l'emploi de ces personnes-là, le taux de chômage des personnes handicapées reste quand même plus élevé que le taux de chômage des valides. Oui, tout à fait. Oui. Et une qualification plus basse aussi. Globalement, c'est ce qu'on constate. L'accès à la formation, est compliqué aussi. est plus compliqué, oui. Du fait des organismes de formation ou de ces personnes-là qui n'osent pas? Je dirais que c'est plutôt dans la compatibilité entre le handicap de la personne et soit l'amplitude horaire qui est effectuée, par exemple, qui peut être à temps complet auprès d'un organisme de formation, mais c'est également, après, sur tout ce qui est adaptation. Je dirais sur une personne qui est non-voyante, on est sur une adaptation plus lourde qui doit se faire automatiquement en amont, avec toujours des délais d'aménagement de poste et d'aménagement de poste de formation. Alors, cette règle des 6% que vous évoquiez à l'instant, c'est un mot terrible, mais ce quota, si l'on peut dire, de personnes handicapées que les entreprises se doivent d'embaucher sous peine, sinon de devoir payer une amende. Est-ce que beaucoup d'entreprises transgressent encore cette règle? Oui, on a encore un nombre assez important qui transgresse cette règle. Après, je dirais autant la GFIP que la FIPHFP. Donc la GFIP est le fonds collecteur pour les entreprises privées et le FIPHFP pour les entreprises publiques. Donc il y a toujours des contributions. Ces contributions permettent aussi des aides à la formation, des aides aux aménagements de postes, des aides, je dirais, à la vie quotidienne aussi pour les personnes. Et à ce titre-là, donc il y a toujours des contributions, elles sont toujours existantes. Est-ce qu'il faudrait à un moment augmenter le seuil de ces amendes pour que peut-être les entreprises, concrètement, intègrent plus de personnes handicapées? Ce serait une évolution possible et intéressante, oui. Parce que vous êtes justement conseillère entreprise, donc vous êtes l'interface Pôle emploi face aux patrons, tout simplement. Comment vous essayez de les convaincre que justement, sur un poste, là, peut-être l'un peut être adapté à une personne handicapée, ça serait bien d'aller chercher plutôt ce profil-là. Vous arrivez à les convaincre et quels sont vos arguments pour essayer de favoriser l'accès à l'emploi de ces personnes? Déjà, c'est de
comprendre et de bien identifier le besoin d'une entreprise. Après l'identification de ce besoin, c'est de pouvoir mettre en adéquation des compétences d'une personne, parce qu'on recherche avant tout des compétences. Après, s'il y a lieu de mettre des aménagements, il y aura des aménagements de poste, que ce soit pour une personne rentrant dans le champ de l'obligation d'emploi ou pas. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'on sensibilise de suite les employeurs dans ce sens-là, en leur disant les compétences, que ce soit sur une personne rentrant dans l'obligation d'emploi comme pas, à ce titre-là, c'est vrai qu'on peut travailler en amont avec vous. Y compris sur financièrement, les aidant à... Oui, sur des aides financières, ça c'est un autre volet. Mais il peut y avoir aussi ces aides-là, alors à un moment on se dit, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'elles y aillent ? Alors après, il faut savoir aussi que toute prise de poste ne nécessite pas un aménagement. Ça, c'est certain aussi. Après, il y a aussi également des aides financières qui sont existantes. Donc, mais je dirais avant tout, c'est la compétence que recherche un employeur. C'est après pouvoir Alors, soit il est déjà sensibilisé, ou je dirais là, c'est plus facile, ou il n'est non sensibilisé au champ du handicap. Et là, c'est de travailler en amont avec lui pour l'aider à intégrer au sein d'une équipe. Faire reconnaître son handicap quand on en est porteur, c'est important. Comment est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce que seules les personnes porteuses d'un handicap physique ou psychique peuvent prétendre à ce statut? Est-ce que, par exemple, quand on est dans une longue maladie qui devient invalidante, on peut y prétendre aussi? Et comment faire? Tout à fait, toute personne, je dirais. Alors après, le champ de l'obligation d'emploi recouvre plusieurs critères, et que ce soit des personnes qui sont détenteurs de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé comme une pension d'invalidité. C'est vrai que les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé sont demandées auprès de la MDPH, la pension d'invalidité plus auprès de la Sécu. Mais au niveau de la MDPH... et également de la sécurité sociale, les conseillers Pôle emploi, il faut savoir que dans chaque agence, des correspondants handicap ont été mis en place depuis 2007. À ce titre-là, peuvent et sont en appui des autres collègues pour pouvoir les accompagner dans leurs entretiens et pouvoir aider les personnes à faire reconnaître, s'ils le souhaitent, parce que certaines personnes ne souhaitent pas le faire reconnaître. Pourquoi ? Ça peut être une raison de déni, tout simplement, mais également, c'est un souhait personnel, c'est un choix. Vous les incitez dans ces cas-là à le faire reconnaître, c'est important? C'est important, surtout s'il y a lieu d'avoir des aménagements de poste, gérer la prise en charge financière sur l'aménagement de poste, mais également, c'est aussi les aides financières qui peuvent être incitatives au recrutement. Dernière question, je me retrouve en situation de handicap du jour au lendemain. Est-ce que l'employeur est obligé d'adapter le poste que j'ai occupé avant de me retrouver en situation de handicap? Si mon handicap le nécessite, oui. Il est à partir du moment où je l'ai déclaré, parce qu'il n'y a aucune obligation de déclaration. On comprend que ça pose plein de questions, vous vous en posez certainement, vous voulez sans doute aller plus loin sur le sujet. Sachez que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, organise justement des portes ouvertes. C'est demain, je crois, à Strasbourg. C'est l'endroit où il faut être pour avoir toutes les infos sur le sujet. Notre séquence archive du jour à présent. Tiens, changement complètement de sujet. Si je vous emmenais à la ferme? Ouais, ça vous dit? Alors on va à la ferme en 1964. Voilà, on va dans une exploitation où on vient de rentrer le troupeau pour l'hiver. Eh bien, tranche de vie, on y va. Nous sommes en liberté au milieu de vaches, lesquelles vaches sont également en liberté sous une grange, et ces vaches vont passer tout l'hiver ainsi, dans les mêmes conditions qu'elles passeraient l'été dans un pré. C'est ce que l'on appelle la stabulation libre. Pourquoi avoir choisi ce procédé, M. Siffert? C'est pour économie de main-d'œuvre, pour avoir un cheptel plus sain et économie également de construction. Depuis quand cette installation chez vous? Depuis 1961. Et que comporte une telle installation? Une stabulation libre se comporte de la stabulation elle-même, du couloir d'alimentation et de la salle de traite. Alors justement, à stabulation libre, obligatoirement, il y a une salle de traite. Oui, il est absolument nécessaire qu'il y ait une salle de traite. Et combien de stands chez vous? Il y a 2 stands. C'est pour 12 à 20 vaches à peu près. Il faut avoir une vingtaine de vaches pour que l'installation soit rentable? Oui, de 12 vaches, on dit que c'est rentable. Mais de préférence, il faut 15 à 20 bêtes. Et qu'est-ce que cela vous demande comme travail quotidien? Oh, il y a principalement la traite, ensuite l'affouragement pendant l'hiver. Et des fois encore en été, si la pâture ne suffit pas. Il serait intéressant, M. Siffert, je crois, de savoir quel est le comportement du bétail durant l'hiver. Les bêtes ne souffrent absolument pas du froid pendant l'hiver. L'année dernière, pendant le grand froid, elles ne diminuent absolument pas dans la lactation.
Et somme toute, est-ce qu'une telle installation, telle que vous l'avez ici, donc depuis 1961, vous donne satisfaction? Oui, elle donne entière satisfaction. C'est principalement à cause de l'économie de la main-d'œuvre. On n'est pas obligé d'enlever chaque jour le fumier et de remettre de la nouvelle paille. C'est tous les 15 jours, ça suffit de mettre une voiture de sciure, ou tous les 2-3 jours de la paille. Ça vous économise donc une personne? Oui, ça économise presque une personne. Bonjour à tous, vous venez de nous retrouver, nous sommes bien dans votre émission matinale et régionale préférée, Alsace Matin. Alors vous nous rejoignez en cours d'émission en raison d'un problème technique, nous nous en excusons. Nous avons commencé l'émission sans vous, mais pas de panique, vous pouvez revoir tout le début du programme bien sûr sur notre site alsace.france3.fr. Nous avons jusque-là parlé de l'emploi des personnes handicapées à l'occasion de la 20e semaine européenne pour l'emploi de ces personnes. Et vous arrivez au bon moment, au moment où l'on va s'intéresser un petit peu à l'actualité dans le Haut-Rhin. Et je vous propose tout de suite un reportage sur une formation au premier secours à laquelle tous les Mulhousiens qui le souhaitaient pouvaient participer. C'était dimanche dernier, regardez. Des tentes plantées devant la majestueuse bâtisse de la préfecture, des brancards, des secouristes et le public invité à se former au premier secours. La première chose qu'on va faire, c'est le percuter. Je vais vous laisser faire. Une initiative inédite ici, la volonté du préfet pour sensibiliser la population aux gestes qui sauvent. La préfecture, c'est la maison de la République. Elle peut être ouverte à tous dans ce genre d'occasion. Et c'est très bien de pouvoir montrer à l'ensemble de la population qu'elle doit être acteur de sa propre sécurité. Chacun doit se sentir responsable de sa sécurité et de celle de ses proches. Une démarche qu'a eue ce couple de colmariens venu tout exprès pour s'initier au b.a.-ba du secourisme. Comme savoir réaliser un massage cardiaque avec un défibrillateur grâce à ces bénévoles de la Croix-Blanche. Les deux mains et les bras et les coudes verrouillés. Vous ne saviez pas du tout comment on faisait? Si, mais en fait c'est plutôt un rappel, ce qui est utile. Et ça, je pense qu'on devrait le faire de plus en plus, enfin, se remettre dans le bain. La campagne sur les gestes qui sauvent est devenue une grande cause nationale depuis les attentats du 13 novembre 2015. La priorité, former le maximum de monde au premier secours pour sauver des vies. Depuis quelques mois, les secouristes réapprennent même une technique qui ne s'enseignait plus guère, le garrot. On fait 2 tours au-dessus de la plaie. Donc on n'est pas sur la plaie, on est entre le cœur et la plaie. Et en fait, on va serrer. Pour pouvoir serrer, la première des choses qu'on va faire un nœud. C'est important aujourd'hui que les gens sachent faire un minimum de choses et surtout ne se sentent pas démunis et qu'ils agissent et pas qu'ils ne fassent rien. La pire des choses étant de ne rien faire et c'est ce qui coûtera des vies aux victimes malheureusement. Et de plus en plus, dans les écoles, les collèges, les entreprises ou les communes, les associations de secourisme sont sollicitées pour des formations. Car les Français sont encore loin d'être de bons élèves en matière de gestes qui sauvent. Voilà, vous retrouverez la locale de notre équipe de Haute-Alsace ce soir, comme chaque jour, aux alentours de 19h15. À suivre dans Alsace Matin, nous parlerons de commerce équitable. On en entend beaucoup parler depuis de nombreuses années, mais en quoi consiste-t-il vraiment? On verra les avantages côté producteur avec le responsable d'une coopérative agricole en Côte d'Ivoire, Fortin-Blay, qui donne une conférence à Strasbourg ce soir. Et puis, nous rouvrirons les cahiers d'un survivant, ce récit et du quotidien d'un soldat alsacien enrôlé dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Il vient d'être réédité, ce récit accompagné d'un site internet richement documenté. Nous en parlerons avec Marc Chublin. Il a traduit une partie de ces cahiers. Mais tout de suite, place à notre programme en alsacien, Rundum, qui nous a emmenés toute cette semaine. Et pour le dernier épisode aujourd'hui, dans les coulisses de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. En avant la musique. Jetzt sind wir so weit, hinter mir verläuft gerade die Generalprobe von dem Konzert vom Philharmonischen Orchester Strasbourg. Jetzt kann man normalerweise an der Musik nichts mehr ändern bis ans Konzert. Bis an das Konzert aber läuft im Orchester noch viel, das wollen wir miterleben mit den Bildern von David Mönne. Letzte Vorbereitung für unsere Solistin Charlotte Juillard, wie nur 2 Proben gehabt hat, für den Prokofjew richtig in den Griff zu bekommen.
Sie fährt eine internationale Karriere mit Konzerten und auch Aufnahmen sowie die Quartette vom Haydn, wie gut empfangen worden sind. Ça fait quoi de jouer devant ses collègues? Bah, c'est super sympa en fait, je sais pas, de connaître l'orchestre, c'est vraiment une chance. Je pense que tous les solistes qui viennent ici n'ont pas. Et là, de connaître les gens, etc., pour moi c'est juste un grand plaisir supplémentaire. Marlon professorisch weiter musizieren und schauen ein bisschen, was an der Verwaltung jetzt gerade los ist. Did he send it already? Because I can't find it in my... Da schafft gerade Christelle auf ein paar Sprachen mit dem Anthony Ernst. Sie richten schon die nächsten Spielzeiten und wir auf ein paar Jahre uns schon vorsehen. Ich bin Assistentin im Marco Lettonia, der Musikdirektor, im Francis Corpar, unser Generaldirektor, und im Anthony Ernst, der ganze Programmation macht mit dem Marco Lettonia. Ich arbeite mit beiden. Die Veronique Victor gilt als Gedächtnis vom Orchester. Sie kennt die Klein- und Großgeschichte von jedem Musiker. Am besten auch ganz selber, was mit den Jahren schon geschert hat, gut oder schlecht. Jetzt momentan sind wir in einer Periode, wo wir Leute einstellen, Recrutement. Am Samstag haben wir einen Konkurs für Alto Remplaçant Soliste. Haben wir jetzt die Bibel eingestellt. Vor ein paar Jahren, sagen wir vor 20, 30 Jahren, haben wir also 20, 30 Kandidaten gehabt, die jetzt gekommen sind für einen Posten. Aber jetzt, wir sehen, dass die Zeiten sich ändern und dass die Jungen mehr haben, für Platz zu finden. Nach 5 Jahren am Pult vom Orchester, die kritisiert worden ist von der Stadt, kommt auch die Zeit von einer ersten Bilanz für den Marco Lettonia, die begeistert bleibt und durch die Tatsache ins Au will schauen. Moi, j'aimais bien laisser l'orchestre, enfin, on va se quitter bien sûr forcément, laisser l'orchestre dans les conditions meilleures que je l'ai trouvé. Le marketing, la présence dans la presse, en télé, YouTube, streaming, ça prend de plus en plus d'importance. Und vor dem Konzert an der Billetterie wartet Fabienne Masson charmant auf uns. Ich bin hier für den Empfang von den Gästen und für den Retrait Internet. Wir haben jetzt seit das letzte Jahr viel Internetverkäufe und da kommen die Leute und holen sie abends ab oder wenn sie früher kaufen, dann kann man sie schicken. Oder jetzt tout nouveau, das ist Impression à domicile. Eine Woche Arbeit verläuft in 1,5 Stunden. Das fährt jeder auf eine gewisse Demütigkeit zurück. Für alle ist das Stück von Bartók eine Entdeckung in Straßburg gewesen. Und unsere Charlotte hat die Prüfung überstanden. Sie wird jetzt gar ein Konzert vom Mendelssohn spielen. Der Marco Lettonia wird schon ein kleines Platzl finden. Voilà pour cette belle série Rundum sur les coulisses de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, ce qui nous aura donné à entendre de la bien belle musique cette semaine sur le plateau. L'alsacien, tiens, Fortin-Blay, vous aviez déjà entendu la langue alsacienne? Non, c'est vraiment la première fois. Et ben voilà, de l'Alsace à la Côte d'Ivoire, c'est le commerce équitable qui nous rassemble. On est donc ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un peu l'ambassadeur de l'association Max Havelaar en Alsace ce jeudi et sur ce plateau. Max Havelaar
qui est donc ce label dédié au commerce équitable, qui a entrepris un grand tour de France, un Fair Trade Lab, comme ils appellent ça en anglais, et qui fait donc escale à Paris. Fortin Blais, vous animerez à 19h une conférence au foyer de l'étudiant catholique de Strasbourg. Vous êtes donc producteur de cacao, responsable d'une coopérative agricole dans votre pays en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous êtes passé, vous, producteur, au commerce équitable? Nous sommes passés de producteurs simples au commerce équitable, tout en ayant comme réflexion comment améliorer la condition de vie de nos parents. Parce qu'en tant que producteur conventionnel, il y avait certaines limites au développement. Et nous avons eu l'information par des amis sur le commerce équitable. Ça remonte à quand? Ça remonte à l'année 2009. 2009, oui. Les changements, vous les avez sentis? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ce qui est important pour nous d'abord de savoir dans le commerce équitable, c'est qu'on arrive à mettre l'être humain au centre d'une activité et de considérer la valeur humaine. Et pour nous, le commerce équitable a été quelque chose d'intéressant dans la mesure où il y a des actions positives dans le rapprochement de l'éducation vers les communautés. Vous savez, nous sommes des pays en voie de développement, comme on dit, mais il est souvent difficile pour nos États de bâtir des écoles dans des contrées un peu difficiles d'accès. Alors, nous, producteurs de cacao, nous avons senti le besoin d'apporter l'éducation. Et donc, le commerce équitable nous permet, par des primes que nous percevons dans la vente de nos cacaos, de construire, de réaliser des écoles, d'approcher l'école, l'éducation. Alors, pour que les téléspectateurs comprennent le lien entre le café qu'ils achètent et la construction d'une école dans votre ville ou votre village, comment ça marche? C'est quoi le principe du commerce équitable? Oui, le principe du commerce équitable, c'est un prix minimum garanti. C'est un filet de sécurité sous lequel on ne peut pas payer en dessous de ce filet, le prix du kilo de cacao. Et c'est aussi une prime de développement. Cette prime de développement permet aux associations coopératives, aux producteurs de décider d'eux-mêmes de l'utilisation de la prime dans l'aspect social. Et c'est là qu'on peut en venir à créer des écoles. Qui vous donne cet argent? Ce sont les diffuseurs? Ceux qui nous donnent cet argent, ce sont les chocolatiers, ceux qui transforment nos cacaos. Voilà. Alors c'est bien, je trouve, qu'on aborde ce thème aujourd'hui puisque nous sommes aussi en plein dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes, je crois, 1 300 000 producteurs dans le monde, diffusés via notamment, ne serait-ce que par le label Max Havelaar. Vous êtes encore plus de producteurs sous le concept de commerce équitable, si je puis dire. On comprend les bénéfices pour vous. Est-ce que ça vous a imposé des contraintes d'accepter ce label? Quelles sont pour vous les obligations, les contraintes? Effectivement, ça nous a imposé des contraintes parce que, je veux dire, nos sociétés ne sont pas les sociétés européennes. Donc, en Europe, on travaille ici peut-être des valeurs, des écrits, mais nous étions une société liée à l'oralité. Et donc, on a peut-être certaines choses qu'on ne mettait pas en place. Comme quoi? C'est en termes de respect de l'environnement, par exemple? En termes de respect de l'environnement. Qu'est-ce qu'on vous a imposé? Qu'est-ce que vous faisiez? On ne nous a pas imposé, mais on nous a dit, on nous a sensibilisé sur le maintien de l'environnement, de l'utilité d'avoir un milieu de vie où on respecte l'environnement. Ça, c'est intéressant pour nous, parce que nous, on faisait de la culture comme nos parents l'ont fait. Mais nous sommes venus après, nous avons senti le besoin, nous avons remarqué qu'il y a des choses qui disparaissent, l'écosystème est détruit, vraiment le changement climatique qui fait qu'il était difficile d'adapter la cacaculture. Donc c'est vertueux pour vous, c'est vertueux pour votre sol, pour vos sols, pour votre environnement. Marc Chublien, tiens, vous, un point de vue de consommateur, est-ce que vous êtes sensible à l'origine, au mode de production des produits que vous achetez? Est-ce que par exemple sur un café, vous aurez l'idée de vous dire, bah tiens, entre les deux, je vais privilégier celui dont je sais qu'il aide les producteurs qui en ont besoin? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus, oui. On fait de plus en plus attention à ça. Une sorte de responsabilité personnelle. Il y a une grande tendance en France, en tout cas en Europe, qui est la tendance du circuit court. C'est-à-dire que de plus en plus, les consommateurs, maintenant par souci aussi de préservation de l'environnement, essayent d'acheter des produits fabriqués le plus près possible de chez eux. Est-ce que ça, c'est une vraie concurrence pour vous? Est-ce que vous le sentez? Pour le moment, on ne le sent pas, mais je pense que ça peut être une vraie concurrence. Mais pour nous, producteurs de cacao, ça ne peut être une concurrence parce qu'il n'y a pas de cacao en France, quoi.
Donc, mais est-ce qu'il y a certaines productions où vous vous dites ça va plus servir à grand-chose qu'on les développe? Non, on a toujours besoin parce que on développe aussi chez nous la consommation aussi. Hein. Il faut dire que, à part le cacao, tout ce que nous produisons, nous en consommons. Mais maintenant, c'est au niveau du cacao, du chocolat, peut-être que... Et on voit le panel un peu voilà. de tous les produits justement que vous fabriquez. Ouais. Juste pour que vous le sachiez, ces produits, on peut les trouver dans plein de boutiques en Alsace. Il y en a vraiment à travers toute la région, à Haguenau, à Wissembourg, à Wittisheim, à Strasbourg, Colmar, Célestat, Mulhouse, évidemment. La liste est longue. On vous mettra quelques-unes des boutiques sur notre site internet à l'issue de cette émission. Je vous propose quand même tout de suite qu'on retourne du côté de notre Altène, hein, savoir un petit peu comment Alexandra s'en sort avec son chantournage pour créer nos petites décorations de Noël. On la retrouve justement côté boutique avec la créatrice de l'atelier. De retour dans l'atelier au Petit Bonheur, Muriel, on voit ici quelques exemples de ce que vous fabriquez, notamment pour Noël. Hein. Tout à fait. Ici, c'est le chantournage traditionnel. On travaille vraiment la forme. Hein, voilà, c'est ça, tout à fait. On travaille vraiment sur la forme. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des sujets un petit peu ajourés et avec des formes très découpées, bien marquées. Et puis ensuite, il y a de la couleur aussi. Ça, c'est assez récent finalement. C'est le laser qui a permis d'apporter cette technique. Donc on a la gravure traditionnelle sur le bois brut. Voilà, comme ici. Donc là, c'est vraiment de la pyrogravure. Et également, avec la couleur, on a un rendu complètement différent. Avec la même technique de gravure. Mais une fois que c'est gravé sur la peinture, le rendu est tout à fait... différent. Est-ce que c'est comme la mode ou la déco, il y a des collections chaque hiver pour ces objets-là? Alors il n'y a pas de collection à proprement parler puisqu'on garde toujours les anciens modèles, mais on va rajouter des nouveautés. Donc on essaie quand même chaque année de rajouter de nouveaux modèles. Ça, les clients aiment bien retrouver... Première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que vous avez de nouveau? Ah oui, d'accord. Vous avez commencé le chantournage il y a 20 ans. Au départ, c'était vraiment pour votre loisir, hein, c'était à la maison, chez vous. Des puzzles. À petit. Voilà, des puzzles pour les enfants au départ, un peu de déco de Noël. Et de fil en aiguille, j'ai commencé quelques marchés de Noël et la passion a pris le dessus, quoi. Et c'est vraiment devenu d'abord une activité complémentaire, puis une activité principale depuis 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes 3 dans cet atelier. Oui. Oui, tout à fait. Beaucoup de travail finalement. Hein. Ça se prépare toute l'année, Noël. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là justement? Alors c'est assez nouveau ça. Comme en parallèle des sujets de Noël, on fabrique également des petits boutons en bois, toujours en bois, ça reste le matériau de prédilection. Et on a décidé de les intégrer dans des tableaux un petit peu amusants avec le thème de l'Alsace. Donc ce sont des motifs brodés sur lesquels on va coller les boutons. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits, Muriel? Alors, pour tout ce qui est petits boutons, on a un réseau de distribution avec des merceries dans toute la France et en Alsace évidemment aussi. Par contre, pour les sujets de Noël, c'est sur les marchés de Noël, donc Colmar et Obernai, ainsi qu'à la boutique et dans quelques offices de tourisme ou à l'écomusée. Merci beaucoup Muriel, vous savez tout désormais sur l'atelier au Petit Bonheur. On vous invite évidemment à venir ici à un hôtel thème, il y a une petite boutique, vous pourrez rencontrer Muriel. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à très bientôt. Très bientôt, Alexandra. Et pour retrouver les créations de Muriel, il va falloir patienter jusqu'au 25 novembre à Colmar, 26 pour Obernai, qui sont les dates donc d'ouverture de ces marchés de Noël. On en vient à la réponse de notre objet mystère. Alors, on vous le montre, puisque vous ne l'avez pas vu en début d'émission tout à l'heure, cet objet. Regardez, il est plutôt joli. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose de l'autre côté de votre écran de télévision. Voici tout de suite l'explication, l'utilité de cet objet. Regardez. Alors cet objet est un ancien moule d'impression à papier peint. À l'époque, on les utilisait en les enduisant de peinture et on le prenait et on imprimait le papier peint. Et après, on prenait ce moule et on le tournait plusieurs fois et ça faisait une impression complète de papier peint. Vous l'avez un petit peu remis? Moi, je l'ai détourné et je l'utilise pour mes impressions sur terre cuite. Donc je prends 100 mètres de peinture, je le pose sur la terre. Et à ce moment-là, j'appuie bien fort pour imprimer ma terre. Et ça donne? Et ça donne... Donc, il faut vraiment appuyer fort. Donc, ça donne ça en impression. Et une fois que c'est émaillé, on arrive à faire des petits plateaux comme ça, à motif, suivant le tampon qu'on va utiliser.
C'est malin ce détournement, fallait y penser, ça donne de plutôt jolis résultats. Je regarde l'heure, presque 10h30, c'est l'heure de l'actualité du jour. Le flash est présenté par David Marcelin ce matin. Bonjour David, comment allez-vous ce matin? Ça va bien et vous? Presque à l'heure. Presque à l'heure, vous avez vu, et en pleine forme avec le sourire en plus. D'autant que l'actualité du jour, c'est encore une victoire pour la SIG. Eh oui, vous parlez de sourire. Regardez les sourires en Ligue des Champions pour la SIG. La 5e journée s'est déroulée hier soir et le club strasbourgeois a fait un nouveau pas vers la qualification en battant l'équipe serbe de Megalix 68-59. Une victoire qui s'est dessinée en deuxième période après un début de match sans énergie des Alsaciens. C'est la 3e victoire dans cette compétition donc pour Strasbourg et pour Vincent Collet. Pas la plus enthousiasmante, certes, mais elle est précieuse. Écoutez l'analyse du coach strasbourgeois. Dans notre situation, ça permet à tout le monde d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de travail à faire, tout en gagnant. Donc si les joueurs comprennent qu'on est très loin du compte en ce qui concerne le jeu, c'est une victoire qui va nous aider parce que le fait d'avoir gagné, même en jouant moyennement, ne nous interdit pas de continuer à progresser. Et Caroline, vous avez sans doute vu les couleurs remarquables de l'équipe serbe de Megalix, ce maillot absolument insoutenable. Je pense que quand on l'a sur le dos, on a vraiment vite envie de rentrer au vestiaire. En tennis. C'est une question de goût, c'est une question de goût. Il n'y avait pas de goût du tout là-dessus. Allez, en tennis, Londres ne répond plus pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les numéros 1 mondiaux ont perdu en double une nouvelle fois lors du Masters. C'est la 2e défaite consécutive face aux Espagnols Marc et Feliciano Lopez. 7-5, 5-7, 18. L'an passé, ils avaient été éliminés également lors des matchs de poule. Et pour terminer avec les mauvaises nouvelles, la défaite de Célestat hier soir, 8e défaite consécutive battue, cette fois-ci à Toulouse. On va prendre l'air dans ce flash pour finir. Depuis quelques jours, les premières neiges sont tombées en altitude au Ballon d'Alsace. On est en pleine préparation de la saison. Elle démarrera dans un mois tout juste, ou peut-être plus tôt, si le manteau neigeux le permet. 250 000 visiteurs sont attendus cette saison. 14 millions d'euros investis depuis 2009, notamment dans les remontées mécaniques et les canons à neige. Une station qui ambitionne aussi un programme immobilier d'hébergement afin de doubler les 200 lits disponibles aujourd'hui sur le site. Nous avons sur la zone des sapins au Ballon d'Alsace des structures déjà existantes qui ne sont pas exploitées parce que l'hébergement est devenu obsolète, ne répond plus aux normes d'accessibilité, aux normes thermiques, et puis aussi il n'est plus en phase avec les attentes des vacanciers. Voilà, ça nous laisse donc quelques jours pour farter les skis, affûter l'écart et retrouver Claire Perrault tout à l'heure à 12h. Et puis se préparer un petit peu physiquement. Physiquement aussi, exactement. Ah oui, c'est important. Sinon, aïe, la jambe, il faut faire attention. Merci David. Protégeons les genoux, ce soir, bien sûr, à 19h. Tout à l'heure. On aime l'histoire cette semaine dans Alsace Matin. Lundi, on vous parlait de Malraux. Mardi, nous vous parlions des résistants alsaciens. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la Grande Guerre à l'occasion de la réédition des cahiers d'un survivant. Vous les avez traduits, Marc Chublin. Vous êtes le mari de la petite fille du héros de cette histoire, Dominique Richert. Vous les avez traduits car ces cahiers étaient à l'origine, ce récit était en allemand. Dominique Richert, en 1914, était dans une Alsace annexée où l'on parlait donc l'allemand. Vous avez traduit donc 9 cahiers. On va peut-être voir les pages manuscrites. C'est vraiment... C'est une œuvre d'art presque en soi, mais on devine le travail de fourmi que ça a dû être pour les traduire. L'histoire de ces cahiers, c'est qu'ils ont quand même failli disparaître. J'ai même entendu dire que des souris commençaient à les grignoter. Comment vous avez remis la main sur ces cahiers? Non, disons, c'était effectivement, les souris ont commencé à grignoter dangereusement un des cahiers, il y en avait 8. Mais l'auteur a écrit ces cahiers vers 1923, en revenant traumatisé de la guerre, en tant que fantassin, vous imaginez, 4 ans de guerre. Et, sur beaucoup de fronts, on va en reparler. Oui, front de l'Ouest, front de l'Est, beaucoup à l'Est, et retour en France au printemps 1918, avant de déserter vers les Français. Et il a écrit dans une sorte de réflexe, je pense, on pourrait dire psychanalytique, un peu ce récit, sans rature, d'un jet sur 8 cahiers. Et ils sont restés... Bon, je pense qu'il l'a écrit peut-être parce qu'il venait d'avoir un enfant, ou il allait l'avoir, donc il avait peut-être envie de transmettre quelque chose par écrit. Et ils sont restés dans un grenier pendant des années. Et c'est dans les années 60 qu'un ami de la famille, je dois dire, a fait un travail essentiel. Il a dactylographié. Claude Faffa, on va le citer. Il a dactylographié les cahiers, ce qui est un travail de bénédictin énorme. Moi, j'ai travaillé à l'époque, dans les années 80, au début, sur la version
ce qu'on appelle le tapuscrit. Disons, c'est beaucoup plus simple que de travailler sur l'écriture. Donc le manuscrit dactylographie. Manuscrit dactylographie. Ils sont réédités, on en parlait tout à l'heure, cette année. Ils sont également aussi accompagnés désormais d'un site internet dont bien sûr l'adresse sera sur notre site à nous. Pourquoi ajouter ce site à ce roman ? En fait, le site, qui est d'ailleurs géré par... un autre gendre de la famille, c'est une affaire familiale, l'histoire de ces cahiers. Et disons, il y a eu un besoin, il y a eu beaucoup de réactions, et je dirais que les lecteurs de ce livre, de la première édition, qui est sorti dans les années 90, à la fin des années 90, ont été fanatiques, intéressés, voulaient davantage d'informations, et je dirais que le site fait un peu office de making-of, si vous voulez, pour un film. On a des informations additionnelles sur l'auteur, des photos, le lieu où il vivait, etc. On a des témoignages, on a les manuscrits, on a des colloques universitaires, des analyses, etc. C'est dire quand même la valeur de ce témoignage. C'est rare, on n'en a pas beaucoup des comme ça de la première école qui nous racontent, parce que c'est un récit pas d'un militant du tout, c'est un récit clinique, vraiment. Ça raconte jour après jour aussi bien la guerre que même quand on ne combat pas, qu'est-ce qui se passe. Oui, tout à fait. Ça a une valeur universelle, selon vous. Ça peut être n'importe quel soldat, n'importe quelle époque, n'importe quel pays. C'est ça qui fait la force. Je pense qu'il y a une valeur universelle. C'est un témoignage très fort d'une routine horrible des combats d'infanterie. Mais du petit soldat. Petit soldat. Bon, il terminera ses officiers quand même, mais pendant des années, il est vraiment fantassin, toujours en première ligne, etc. Mais en même temps, il y a cette quête de survie, et la faim aussi. L'armée allemande, le blocus, etc., ils n'ont rien à manger, pauvres malheureux. La faim le tourmente, et quand il arrive chez les Français en 1918, des montagnes de jambon, d'oignons, de viande que les Américains ont amené, c'est extraordinaire pour lui. Il y a l'attachement à son village, à Saint-Ulrich, la paroisse, je dirais Merzhen, Fulren, le groupe de village. Il y a la découverte de la géographie. Il n'a jamais quitté son petit village. Et là, pendant 4 ans, il va voir les Carpates, il va aller dans les Carpates, sur la Somme, en Pologne. Il y a une carte, d'ailleurs, qui montre dans l'ouvrage, on va peut-être la voir sur notre antenne, mais il y a vraiment une carte qui raconte son conflit. Et ça raconte l'histoire de tous ces soldats alsaciens envoyés sur tous les fronts, c'est le cas de le dire, par l'armée allemande. Son récit publié, republié, agrémenté d'un site. Est-ce qu'il a fait ça pour ça ? Qu'est-ce qu'il en penserait aujourd'hui ? Nickel, c'est le surnom de Dominique Richard dans la famille. Il en penserait quoi de tout ça ? Je pense qu'il serait... D'être dans les bibliothèques universitaires traduites. Oui. Je ne l'ai pas dit aussi, en allemand, en anglais, réédité là, cette année aussi en allemand. Oui, il y a une réédition allemande, traduction anglaise. Il l'a fait pour ça ? Il aurait aimé ? Non, il l'a fait par besoin d'extérioriser son traumatisme. Mais je pense qu'il serait extrêmement fier, oui, effectivement. Et pour dire la force de l'homme et la leçon de son histoire, c'est quand même qu'il ira jusqu'à faire exiler ses 2 fils d'Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter l'incorporation de force. On devine le traumatisme qu'on imagine évidemment. Et je dois dire, il était en plus quand même en tant que déserteur, comme il déserte, il était condamné à mort par contumace, donc quand les nazis sont arrivés en Alsace, il était quand même très surveillé, et surtout il a dit à ses 2 fils, ne revivez pas cette horreur, et ils sont partis via la Suisse en zone. C'est un héros dans votre famille ? Certainement, oui, je pense que... Un héros malgré lui, si vous voulez. Il n'aimait pas la conception de l'héroïsme dans la guerre, mais un modèle certainement en tant qu'humanité. Et je dirais même aussi avec beaucoup d'humour, ce qui gâche rien dans le livre. Par exemple, un tout petit cultivateur au départ qui vivait comme il pouvait. Ils sont où les cahiers originaux aujourd'hui ? Écoutez, alors ça c'est une bonne question. J'ai cru comprendre qu'ils étaient rangés dans un coffre-fort dans une banque, bien protégés. Ouais, je pense qu'ils sont protégés. Ils sont précieux. Merci protégés. beaucoup à vous. Un mot de l'émission de demain. On verra comment préparer son jardin pour l'hiver. Plein de conseils pratiques que nous verrons avec Éric Charton. Avant de se quitter, Emrim Mariliazid, on rappelle donc 20e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Demain sont organisés, c'est important, plusieurs job dating
coaching dans la région, à Mulhouse, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Voilà, et puis la MDPH fête ses 10 ans. Voilà, Maison départementale des personnes handicapées. Voilà, grande fête alors demain à Strasbourg. Tout à fait. L'occasion surtout pour vous de glaner plein d'informations si vous êtes concerné par le statut de travailleur handicapé. Fortin Blais, producteur de cacao en Côte d'Ivoire, secrétaire général d'une coopérative agricole. Vous donnez une conférence ce soir, 19h, au foyer de l'étudiant catholique, ce dans le cadre du Tour de France du commerce équitable de Max Havelaar. On rappelle aussi que c'est la semaine de l'économie sociale et solidaire avec beaucoup d'animations aussi dans ce cadre. Marc Schubler, merci beaucoup d'être venu. L'adresse du site est géniale, il est vraiment passionnant, qui accompagne cet ouvrage est à retrouver également sur notre site. Et je vous redis donc réédition de ces ouvrages à la nuée bleue ainsi qu'en allemand. On peut aussi les trouver écrits en anglais. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un très bon jeudi, une très belle journée sur notre antenne. Pardon pour le ratage du début de l'émission, mais rendez-vous tout de suite sur alsace.france3.fr. Vous pourrez vous retrouver le premier quart d'heure de l'émission dont vous avez été privé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain matin. Bonne journée à vous tous.